Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la République démocratique du Congo. Le mandat de la force régionale de l'EAC ne sera pas renouvelé. La République démocratique du Congo a décidé de ne pas renouveler le mandat donc, de la force régionale déployée dans l'est de son territoire, selon un communiqué ce samedi de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Et donc, les pays d'Afrique de l'Est avaient envoyé des renforts aux forces armées congolaises pour les soutenir face à la résurgence du M23 qui a repris ses activités fin 2021. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Soudan et du Soudan du Sud qui avaient été invités par les autorités congolaises à leur prêter main forte. Mais finalement, la RDC a décidé de ne pas renouveler le mandat de cette mission parce qu'elle juge que les soldats des autres pays qui leur sont venus en renfort ne jouent pas leur rôle, n'ont pas permis de stopper l'avancée du M23 qui continue par conquérir des localités dans l'est de la RDC depuis sa résurgence fin 2021. Après la MONUSCO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ou la communauté des États de l'Afrique de l'Est, effectivement, qui est prié, effectivement, de faire partir sa mission de l'Est congolais, du Fioclou. Oui, nous avons remarqué que depuis la résolution de M23, les forces armées de la RDC n'arrivent pas à combattre efficacement pour pouvoir vaincre le M23. Et nous avons constaté aussi que ces derniers temps, le M23 a fait des conquêtes territoriales et se rapproche de la capitale Goma. Suite à ces... Dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu. Suite à ces événements, le gouvernement de la RDC a jugé utile de ne plus renouveler le contrat de la force régionale parce que ce gouvernement juge incompétente cette force parce qu'elle ne combat pas les M23. Or, dans le droit international, cette force régionale doit jouer un rôle tampon ou bien d'interposition entre le M23 et les forces armées de la RDC. Le président Tshisekedi, ces derniers temps, suite à une réunion, a décidé de ne plus renouveler et lors de la rencontre d'Arusha de cette semaine, le ministre de la Défense accompagné de son envoyé spécial ont notifié que ce mandat-là ne sera pas renouvelé. Toutefois, cette force-là sera remplacée par la force de la SADC et que la communauté de l'Afrique australe et que au plus tard le 8 décembre, il y aura une rencontre de recommandation pour les modalités pratiques afin que la SADC puisse prendre la relève. Ok. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur d'autres aspects de cette décision de la République démocratique du Congo, mais bien avant, Gabin, Félix Tshisekedi l'avait annoncé et c'est acté, la communauté des États de l'Afrique de l'Est a officiellement annoncé que sa mission ne sera pas renouvelée sur décision de la République démocratique du Congo, une mission qu'elle a déployée à l'Est de la RDC pour pouvoir aider à faire face à la résurgence du M23. Oui, il est dans son droit. Il est dans son droit de mettre fin à cette mission parce que bon, peut-être les résultats escomptés ne sont pas véritablement ne se sont pas vus sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal qu'il pose ce genre d'acte en disant que bon, on ne vous veut plus. Sauf que bon, est-ce que il propose autre chose parce que la MONUSCO est déjà en partance et aujourd'hui vient s'ajouter la force sous-régionale. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour faire face à cette force-là. Bon, peut-être que moi je me dis la présence ou l'absence de la MONUSCO et même de la force sous-régionale, leur présence équivaut à leur absence. Donc le plus important, bon, c'est de se dire nous-mêmes on va compter sur nous, comme l'a fait le Mali, le Burkina et autres. Ils comptent sur eux-mêmes et bon, ils avancent. Mais ici dans le cas de Congo, c'est un pays tellement grand.
difficile à gouverner, difficile à gérer, avec des infrastructures en piteux état qui ne permettent pas réellement la circulation des populations. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour cette force M23-là de se cacher dans les arbustes et de faire du mal. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que les forces armées congolaises, dont on connaît un peu le niveau, peuvent arriver à encadrer cette force-là avec le départ de la force sous-régionale, même de la MONUSCO. Moi, aujourd'hui, quand je vois la situation, je pense qu'entre Tshisekedi et le EAC, il y a eu incompréhension sur la mission assignée à la force sous-régionale-là. Parce que aujourd'hui, Tshisekedi est en train de voir comme si ceux-là ne font absolument rien sur le terrain pour pouvoir contrecarrer le M23. Alors que, bon, pour l'EAC, c'est juste une force d'interposition. Je me rappelle qu'en juin 2022, il y avait une discussion entre les chefs d'état-major de l'Ouganda, du Kenya, de la RDC et d'autres pays pour pouvoir arriver à contrer le M23. Par après, je ne sais pas ce qui a été réellement décidé. Peut-être c'est par rapport à cette décision-là que Tshisekedi s'est dit il y a la mission à eux confiée n'est pas véritablement respectée. Donc, c'est mieux qu'ils quittent le pays et ils vont compter sur eux-mêmes. Reste à savoir si les forces armées congolaises, les FARC, iront jusqu'au bout de cette mission-là, à savoir arriver à mater la rébellion. Parce que moi, je l'ai toujours dit, une rébellion, on ne discute pas avec, parce qu'ils ont beaucoup essayé des discussions avec la force M23. À chaque moment, ils rebroussent chemin, mais ils reviennent de plus belle avec les armes. Donc, ça veut dire qu'il y a une force derrière, il y a d'autres choses qui les poussent à pouvoir attaquer ce pays-là qui est tellement riche. Peut-être même que Tshisekedi est en train de voir que ces pays-là qui sont dans l'EAC, il y a d'autres qui ont leur intérêt dans la déstabilisation de la RDC. Donc, du coup, ils sont en même temps jugés partis. Ils font la part belle au M23. Ils collaborent beaucoup plus avec le M23 qu'ils ne les attaquent. Okay. Donc, le mieux, c'est de les renvoyer et de faire face seuls aux rebelles du M23. Alors, vous évoquez tout à l'heure un aspect, à vous deux, c'est la mission même de la force, de la force régionale. Est-ce que c'est une force d'interposition ou bien c'est une force de combat? C'est là où se pose réellement le problème. Selon l'entendement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, il s'agit d'une force d'interposition qui normalement a pour but de bloquer l'avancée du M23 pour que le M23 ne conquiert pas d'autres territoires. Peut-être avoir la réaction de la RDC, on se dit que selon l'entendement de Félix Tshisekedi ou des dirigeants congolais, l'objectif c'est d'aller combattre le M23 pour qu'il recule totalement. Mais dans les deux cas, est-ce que vous pensez que la force régionale a joué son rôle? Parce qu'elle est là, mais on voit que le M23 reconquiert des territoires qui, entre-temps, avant l'arrivée de cette force régionale, n'étaient pas sous le contrôle du M23. Le M23 a fait sa résurgence fin 2021. On reviendra tout à l'heure sur les causes de sa résurgence. Mais depuis fin 2021, ce mouvement ne fait qu'avancer dans l'Est congolais, dans le Nord Kivu, alors qu'il y a vraiment normalement une force qui devrait l'arrêter dans sa progression. N'est-ce pas là l'une des raisons valables qui ont poussé Tshisekedi aujourd'hui à demander la fin de cette mission? Oui, quand il y a les forces étrangères sur un territoire déterminé, il y a ces services de renseignement qui font des enquêtes pour savoir s'il y a collaboration entre la force ennemie et le pays en question. Aux dernières nouvelles, il s'est avéré qu'il y a des relations. En tout cas, c'est ce que dit la RDC. Il y a des relations de sabotage, de complicité entre les éléments de la force régionale et le M23. Parce que depuis que le M23 a repris les armes, ces nouvelles conquêtes deviennent de plus en plus grandes. Et ils sont aujourd'hui à quelques kilomètres de la capitale du Nord Kivu, Goma. Ce qui veut dire que le président Tshisekedi a jugé normal que si vous êtes là pour l'interposition, alors que vous devrez en principe empêcher l'avancée de M23, que ça ne se fait pas comme cela se doit, il a jugé utile de leur dire
plier bagage. Donc vous pensez que la force de l'AEC n'a pas vraiment joué son rôle même d'interposition? Oui, c'est ce que moi je pense, parce que s'il y avait vraiment l'interposition, le M23 n'allait plus faire des conquêtes territoriales. Et c'est pourquoi le gouvernement de la RDC a jugé utile de les faire partir. Même si l'effectif des forces armées de la RDC et qu'il y a manque d'équipement et autres, moi je peux affirmer ici au effort que c'est Tshisekedi qui a sorti des fonds pour la formation et pour les équipements. Des FRDC. Des FRDC. Et le problème aujourd'hui, c'est de conclure que, avec l'appui des partenaires, la RDC peut vaincre le M23. Okay. Parce que ce même groupe a été vaincu sur le terrain il y a une dizaine d'années. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur l'avenir avec cette décision de la RDC. Gabin, je le disais tout à l'heure, la mission, c'était pour les uns une mission d'interposition, pour les autres une mission de combat, mais dans les deux cas, finalement, on remarque que le M23 avance. Que s'est-il passé en temps pour que ce soit pour une interposition ou bien pour les combats, l'on n'ait pas pu atteindre l'objectif et qu'on soit obligé aujourd'hui de demander à la mission de plier bagage parce qu'on remarque que le M23 reconquiert des terrains? Oui, vous savez, c'est tout à fait normal. Quand vous appelez à faire un travail et que vous n'arrivez pas à le faire, le mieux c'est de partir. Il ne faut pas rester là à gaspiller de l'argent parce que c'est beaucoup d'argent qui est gaspillé dans cette histoire et il n'y a pas de résultat en vue. Quand on parle de force d'interposition, s'interposer comment? C'est aussi ça la question. Parce que quand on vous dit qu'il faut empêcher la progression du M23, mais est-ce qu'il faut les combattre pour les empêcher de progresser ou bien, je ne sais pas dans quelle mesure, je n'ai pas fait la stratégie. Hein, ils ont des lignes de démarcation que personne ne devrait franchir. Mais ceux-là, ils ne sont pas de l'armée régulière. Le M23, c'est une rébellion. Et une rébellion, c'est quelqu'un qui enfreint à toutes les règles. On a vu, ils avaient signé des accords. Et justement, on reviendra sur ces accords tout à l'heure. Mais juste après, ils sont revenus de plus belle. Donc, du coup, ces gens-là, je pense que peut-être, je ne veux pas dire que le EAC est en train de mentir, mais je suis sûr et certain que si c'est ce qu'il dit en allant à ces accords-là, il avait bien signifié au chef d'état-major de ces pays que voilà ce que je veux. Parce que Tshisekedi, depuis son arrivée au pouvoir, il était dans une stratégie de guerre. Il veut combattre réellement le M23. Il veut les anéantir. Il ne veut pas faire de compromis et autres. Il ne veut pas aller dans cette direction. Joël vient de le dire, raison pour laquelle il a demandé, il a acheté beaucoup de matériel militaire d'ailleurs, et il a demandé à ce que ces chefs de guerre, ces officiers se fassent former à l'extérieur pour pouvoir apporter une plus-value. Il a fait des remaniements également dans la hiérarchie militaire. Donc c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il faut réellement aller à la bataille, il faut aller au combat face au M23. Logique dans laquelle n'est pas forcément la force de l'EAC. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas réellement à se comprendre, c'est normal que l'EAC ou bien Félix Tshisekedi demande à ce que l'EAC parte du Congo parce que leur présence équivaut à leur absence. Ils n'ont pas réellement apporté, ils n'ont même pas pu s'interposer. La force les lignes de démarcation dont tu parles ont été franchies par le M23 qui aujourd'hui gagne beaucoup plus de terrain. Donc, sincèrement, je ne vois pas en quoi ça sert de garder une force étrangère sur le territoire si la mission qu'on leur a assignée n'a pas été respectée et ça n'apporte aucun résultat. Alors, quelques petites précisions avant qu'on avance dans le débat. Généralement, quand on parle de M23, on parle de résurgence. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Il y avait eu des combats entre-temps, il y a de cela une dizaine d'années avec le M23, qui a permis au M23 de se plier. Entre-temps, il y avait eu aussi un accord avec le M23, ce qu'on manque souvent de souligner, accord qui devrait permettre, dans une certaine mesure, une certaine réintégration des combattants du M23 et puis une certaine autonomie de ce groupe-là au sein des forces armées congolaises. Ce que le M23 dit que l'armée congolaise ou bien les dirigeants congolais ne font pas, parce que c'est ce qui aurait reconduit à la résurgence de ce groupe-là
parce que quelque part, la RDC ne respecte pas sa part du contrat. Et généralement, quand la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, le Rwanda riposte en disant que c'est un problème congolais, parce que c'est la RDC, les dirigeants congolais, qui n'appliquent pas l'accord qu'ils ont eu avec le M23. Et donc, quand le M23 est fatigué de se faire berner, ben, ils ont repris les armes. Et d'un autre côté aussi, le Rwanda aussi soutient généralement que la RDC soutient l'autre groupe rebelle, le FDLR, contre le régime rwandais. Mais c'est parce que le FDLR n'est pas aussi puissant pour renverser ou bien faire du mal au Rwanda qu'on voit comme si c'est la question a un seul sens. Est-ce que là, finalement, on n'est pas dans une situation trop compliquée pour l'AEC, ce qui ferait peut-être que l'AEC n'arrive pas à gérer la situation, parce que je rappelle que l'Ouganda aussi fait partie de l'AEC. Or, également dans l'Est congolais, il y a ce groupe-là qu'on appelle les FDR, qui sont des rebelles ougandais normalement, bon, du moins, qui ont une base arrière en Ouganda, et qui viennent causer des dommages à RDC. Entre-temps, l'Ouganda a trouvé un accord avec la RDC pour faire des patrouilles communes pour pouvoir arriver à bout des FDR. Est-ce que dans cet imbroglio de schémas ou de groupes, d'accusations par-ci, par-là, cela n'a pas aussi contribué finalement à ce que la mission de l'AEC n'ait pas pu être accomplie dans le délai normal et qu'on soit aujourd'hui obligé de demander à la force là de partir? Ici, il est question de relever que ce qui se dit officiellement dans les discours est contraire à ce qui se passe sur le terrain. Nous avons les rebelles ougandais qui opèrent sur le territoire de la RDC. Les rebelles ADF plutôt. Oui, ADF qui opèrent en RDC. En RDC. Nous avons les rebelles rwandais qui opèrent en RDC. Les M23. Les M23 et autres pour des questions d'intérêt commun, c'est-à-dire sur les gisements. Les gisements ou bien sur les ressources minières de la RDC. Et compte tenu de l'immensité du terrain, le gouvernement aujourd'hui n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir contrôler l'est du pays. Et c'est au niveau de Bukavu, Nord Kivu, tout ça, Goma, que le problème se pose. Nord Kivu, Lituri, tout ça, et nous avons à peu près plus de 200 groupes rebelles. La fusion entre les éléments de la FRDC et les éléments de M23, à mon avis, ça serait un peu difficile. Parce que quand ils seront incorporés selon le sens de l'accord, ils seront incorporés il faut leur donner des grades et des postes. Or, après le renversement du maréchal Mobutu, M. Kabila, père et fils, ont donné des postes de commandement à ces étrangers rwandais et autres. Et même le président par intérim, Pasteur Bizibongo, tout ça, étaient des Rwandais. Et c'est aujourd'hui Tshisekedi qui a trouvé, qui est revenu nettoyer toute cette écurie. Et ceux-là qui sont nettoyés sont partis renforcer la rébellion. Et donc c'est ce qui justifie, que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi reconnaît que ces forces armées ont en leur tête des natifs de la FDC. Alors, à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas des gens de la RDC, mais ce sont des étrangers. Alors, est-ce que, ce faisant, il n'est pas quelque part aussi en train de violer l'accord qu'on avait trouvé avec le M23, qui a permis qu'il y ait eu une certaine accalmie avec le M23? Oui, moi, quand, entre-temps, on avait dit que le M23 devait céder certains villages, reculer d'un certain nombre de distance, et que ça n'a pas été fait, ils ont fait un pas en avant et ils ont fait un pas en arrière et 6 pas en avant. C'est depuis ce jour que j'ai constaté qu'il y a de la tromperie dans ce genre de négociations. Les accords sont signés, certes. Maintenant, il faut la bonne foi pour son application. Le gouvernement de la RDC n'a pas rempli les conditions. Le M23, lui aussi, n'a pas rempli la condition. Et donc, il faut s'affronter finalement. Donc, la conquête territoriale va justifier les moyens. Or, le M23 ne peut jamais quitter Goma pour arriver jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir. C'est trop large. C'est trop large. Il ne peut pas. Donc, il préfère faire main basse sur les localités conquises afin de s'affirmer sur le terrain et que le pouvoir est au bout des fusils. Et c'est ce que le M23 est en train de faire, avec l'appui extérieur, bien sûr.
L'appui extérieur, là, généralement, quand on parle d'appui extérieur, on pense Rwanda. au Rwanda. Rwanda aussi, qui de son côté, Gabin, accuse la RDC d'abriter la rébellion FDLR, qui serait aussi chargée de venir déstabiliser le pouvoir de Kagame. Ça, c'est pour se dédouaner. Ah ben, C'est juste se dédouaner. Parce que quand vous prenez la RDC, est-ce qu'ils sont premièrement sur pied avant de vouloir attaquer le Rwanda? Peut-être qu'ils veulent rendre la monnaie de leur pièce Non, la RDC pense aujourd'hui premièrement à sa propre sécurité. Lui vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Quand vous prenez ce genre de situation, ça ressemble à de la manipulation. Et aucun accord ne peut résoudre ce problème. Il n'y a pas d'accord qui puisse résoudre ce problème. Pour vous, c'est la guerre, rien que la guerre. C'est la guerre, rien que la guerre. Et il faut mater ces rebelles-là parce que, vous savez, ils n'ont pas d'objectif assez précis par rapport à la conquête du pouvoir. Pour eux, c'est d'avoir un espace assez vaste. C'est trop large pour qu'ils viennent à Kinshasa. Voilà. Donc, pour eux, le plus important, c'est d'avoir un espace assez large pour bien contrôler et puiser des ressources minières là-bas. Pour eux, c'est ça le plus important. Et il me semble que même les pouvoirs précédents avaient joué un grand rôle dans l'alimentation de ces rebelles-là. Parce qu'à chaque fois que vous chassez des officiers de l'armée congolaise, ils partent renforcer les rangs du M23. Vous voyez un peu, les bases même de ce M23-là, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui se sentent un peu frustrés par rapport à leur origine culture et autres, raison pour laquelle ils sont partis créer une certaine rébellion. Donc du coup, comme le Rwanda se sent en ces personnes-là, et ça leur profite aussi côté économique, parce que la déstabilisation de la RDC, ça permet à ces pays-là de pouvoir puiser les ressources minières pour pouvoir s'enrichir eux-mêmes, parce que quand vous prenez le Rwanda a quelques ressources minières pour pouvoir se développer en un rien de temps comme ça. C'est grâce aux ressources minières de la RDC. Non, c'est une affirmation et tout le monde le sait. Ça a été dit également sur l'Ouganda, mais entre-temps, les relations ont été améliorées. Je rappelle que Tshisekedi, même quand il était déjà arrivé au pouvoir, a tenté d'améliorer les relations avec Paul Kagame. Alors, sauf que Kagame ne veut pas. Parce que ça a bien marché au début. Hein. Mais si Kagame a certaines relations... Dans ce dossier, les Américains ont insisté pour que M. Kagame et Tshisekedi se rencontrent au sommet d'Arusha de la semaine dernière. Mais Kagame ne s'est pas rendu, Tshisekedi aussi s'est adonné à la campagne. Alors, mais il faut dire que la directrice générale du renseignement américain a déjà rencontré de façon séparée les deux dirigeants qui se sont accordés à tout mettre en œuvre pour que le calme revienne. De façon séparée, bien sûr. Sauf qu'on dit toujours que même derrière le Rwanda, il y a un État puissant dont je vais taire le nom. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Ce n'est pas seulement le Rwanda. L'affaire devient trop compliquée. Alors, un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde rapidement avant la fin du temps imparti pour ce sujet, c'est les conséquences de cette décision de la République démocratique du Congo de faire retirer les forces de l'ONU, la MONUSCO, qui après pratiquement 25 ans se retire finalement. Ce sera pour très bientôt, en décembre. Les opérations vont commencer. Après, la RDC demande également à la force communautaire de l'Afrique de l'Est de se retirer. Est-ce qu'en lieu et place de ces deux éléments, de la MONUSCO et de la force de l'EAC, est-ce que la RDC est aujourd'hui prête à reprendre la place que vont laisser ces deux groupes-là, la MONUSCO et la force de l'EAC? On sait que les pays qui l'ont tenté ont pris le temps de s'armer, de se réorganiser. D'abord, je veux parler par exemple du Mali, du Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que la RDC aussi a fait ce travail-là de fond avant de demander aujourd'hui la fin de ses missions? Oui, je sais aussi que suite à la demande de départ de la force régionale, la RDC a fait appel à la force de la SADC. Oui. Et c'est suite aux négociations au niveau d'Arusha la dernière fois, le 8 décembre prochain, les forces le staff de la SADC et les forces de l'AEC vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer bien avant le 8, bien avant le 8, date butoir, pour discuter des modalités de transfert de compétences. Et je ne sais pas ce qui est inscrit au fond de cet accord pour que les forces de la SADC puissent prendre la relève. Est-ce que cette force viendra en tant que force combattante ou toujours avec comme
forces d'interposition. C'est là le point d'interrogation. Mais ce que nous savons, c'est que les rébellions, les groupes armés ne sont pas des groupes qui ont des uniformes, comme une armée conventionnelle. Ce sont des groupes qui sont en tenue civile, confondus à la population et qui infiltrent les gens. Si cette force de SADC veut venir faire des combats, elle est obligée de tirer sur tout civil qui a trait à un rebelle. Donc, quand vous avez les apparences de vous avez l'apparence tout passe. Est-ce que ça ne vire pas au délit de faciès? Et c'est ce qui arrive souvent quand on nous a donné le cas du Mali, où les forces Wagner tuaient sur tout un village, tuaient les gens, etc. Parce que, ça, c'est ce qui est dit dans les rapports de l'ONU, mais le Mali a toujours nié cela. Mais vous voulez que le Mali dise oui? Nous sommes en politique et c'est la raison d'État. Merci. Gamin, pensez-vous que la RDC aujourd'hui soit prête à vraiment remplir les casiers vides qui seront laissés par la force régionale et la force onusienne? Oui, j'avais déjà dit que la présence de ces forces-là équivaut à leur absence. Et quand on fait le bilan, ça montre réellement que ce sont des forces qui n'ont pratiquement rien apporté à la RDC. Donc aujourd'hui, il faut changer en matière militaire. Donc le résultat sur le terrain est que le M23 progresse. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'arriver quand même à faire le bilan et de changer de fusil d'épaule. Et c'est ce que la RDC est en train de faire. Je pense que c'est un point positif de dire à ces forces-là de partir. Ça va mettre les forces armées congolaises devant leurs responsabilités. Là, ils sauront que, ils n'auront qu'à compter sur eux-mêmes. Si la force SADC arrive, ça veut dire que, peut-être que ce que Tshisekedi demandait, à savoir une force combattante à la force de l'EAC, il va l'obtenir avec la SADC. Et ça lui tient à cœur. Aujourd'hui, il est dans une idéologie de combat avec le M23. Donc, pour moi, c'est déjà un bon point. Ensuite, l'RDC, avant la MONUSCO et même la force sous-régionale de l'EAC, avait déjà obtenu des résultats assez probants avec le M23. Donc, ils peuvent toujours continuer par le faire. Il n'y a pas meilleure richesse que de compter sur ses propres citoyens. Et la RDC doit pouvoir s'asseoir sur ça. Mais maintenant, s'il faut collaborer avec la SADC, c'est un bon point, pourvu que la SADC réponde à leurs objectifs aussi, surtout à ce que le président de la République veut, et c'est le plus important pour moi. Okay. Oui, et moi, je voulais à soulever que j'ai trouvé déplorable que des officiers généraux, des officiers supérieurs, colonels et autres, vendent la patrie de la RDC aux rebelles en vendant des armes, en vendant des informations, en vendant leur position et autres, et en refusant de payer les soldes aux hommes de terrain. Moi, je dis... C'est une sorte de sabotage aussi. Quand on opte pour le drapeau, la défense de la patrie est la première option. Si les natifs de la RDC même sabotent la souveraineté de leur pays, moi je trouve que c'est grave. Ils n'ont qu'à remettre le paquetage et aller rejoindre le M23. Ce serait mieux. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.